fait nuit noire dans cette gare polonaise lorsqu'Emmanuel Macron embarque à bord d'un train ukrainien. On y va ? Direction Kiev, rapidement suivi de ses deux homologues. Un déplacement tenu secret jusqu'à la dernière minute, sous très haute protection. C'est une longue marche. Je vais bientôt être de retour en Pologne. On passe devant ma salle de bain. En prenant ensemble ce train direction Kiev, le président français, le chancelier allemand et le Premier ministre britannique veulent envoyer une nouvelle image forte de soutien à l'Ukraine. President of the French Republic, Emmanuel Macron. Démonstration d'unité des leaders européens. Une nouvelle ère, c'est une Europe qui se pense comme puissance. Le premier objectif, c'est d'avoir cette paix, même précaire, même momentanée de 30 jours, qui permet d'enclencher les discussions pour bâtir une paix durable, robuste. 30 jours d'arrêt complet des combats, la France s'aligne sur la position américaine. Et pour faire plier Moscou, Emmanuel Macron pose un ultimatum. Si la Russie ne s'engage pas sur ces 30 jours de cessez-le-feu et sur ces discussions, il faut pouvoir prendre des sanctions supplémentaires qui soient beaucoup plus dures pour l'économie russe et en quelque sorte être dissuasifs. Et avec quel délai ? C'est-à-dire à quel moment vous dites là il y aura des sanctions ? Écoutez, pour nous, c'est dans les jours qui viennent. Ça n'est pas un effet de masse. Il ne s'agit pas de déployer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de troupes européennes ou occidentales. Ça n'aurait pas de sens. Mais c'est dans les endroits stratégiques, sur les fonctions stratégiques, de signaler notre solidarité. Encore flou. La France et le Royaume-Uni poussent pour constituer une force européenne sur le terrain. Certains pays, eux, restent frileux à la rejoindre, sans l'appui des Américains. Et la question cruciale est maintenant de savoir si ces propositions ont une chance d'être acceptées par Vladimir Poutine. Question. Pourquoi la France fait-elle preuve d'une telle initiative excessive en matière de sanctions anti-russes au sein de l'Union européenne ? A-t-elle, ou d'autres pays européens, le droit de menacer la Russie de mesures de sanctions dans le cadre du règlement du conflit en Ukraine ? Et quelle pourrait être la réponse de la Russie ? Pour répondre brièvement, personne n'a le droit de menacer qui que ce soit. Une telle disposition n'existe tout simplement pas en droit international. Étant donné que la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle devrait, plus que tout autre, non seulement respecter ce droit, mais également faire tout ce qui est en son pouvoir pour en garantir l'application par les autres. Il n'existe aucune disposition légale autorisant la France, ou tout autre État, à adresser des menaces à d'autres pays, à entreprendre des actions illégales ou à imposer des sanctions en contournant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a rien de surprenant ou d'inattendu dans les approches actuelles de la France. Il est de notoriété publique que Paris est, depuis 2022, l'un des participants les plus intransigeants de la guerre hybride menée par l'Occident contre notre pays. Ce n'est nullement une nouveauté. Il suffit de lire les déclarations du président français Emmanuel Macron, qui l'admet de façon parfaitement claire. Le problème, c'est qu'il tient un jour un discours belliqueux et que dès le lendemain, il parle de paix, de négociations, des fameuses tables autour desquelles il voudrait s'asseoir pour ensuite revenir à ses propos initiaux, faits de menaces, de chantage et d'ultimatums. Ces derniers mois, la France, je parle ici de ses dirigeants, est allée jusqu'à prendre la tête du parti de la guerre occidentale. Non seulement elle apporte un soutien total au régime de Kiev, mais elle s'arroge, aux côtés des Britanniques, le rôle de principal tuteur et bailleur de fonds de ce régime. La France, rappelons-le, a déjà joué un rôle important dans l'élaboration de paquets de sanctions illégitimes. Aujourd'hui, elle tente de nous faire chanter avec de nouvelles sanctions présentées comme encore plus sévères. Nous ne disons rien de nouveau. Écoutons plutôt Emmanuel Macron lui-même. Dans son allocution à la nation, il a déclaré qu'un cessez-le-feu fragile ne lui convenait pas. Et pourtant, Paris multiplie désormais les appels hystériques à un arrêt immédiat et inconditionnel des hostilités. Il est évident que les parrains occidentaux de Kiev cherchent seulement à lui accorder un répit tout en intensifiant l'escalade. Ils ne s'en cachent même plus. Il est depuis longtemps évident que ces paquets de sanctions anti-russes, adoptés par l'Union européenne, n'ont rien à voir avec un quelconque règlement de la situation en Ukraine. Même les enfants l'ont compris aujourd'hui. À l'origine, il s'agissait d'un instrument de politique de dissuasion. Aujourd'hui, c'est une guerre commerciale.
Une tentative de compenser leurs propres lacunes dans les domaines scientifiques et technologiques. Un effort pour entraver le développement humanitaire normal de la société civile. Or, les citoyens ordinaires ne veulent pas s'aligner sur la russophobie et ne souhaitent pas participer à cette campagne agressive et anti-russe lancée par les pays du collectif occidental. S'ils croyaient réellement que ces mesures servaient les objectifs annoncés, s'ils pensaient qu'elles avaient un quelconque lien avec la situation en Ukraine, ils prendraient au moins le temps d'en évaluer les effets. Mais ils n'ont même pas le temps de rendre public le contenu d'un nouveau paquet qu'ils annoncent déjà le suivant. Aucun de ces paquets n'est resté sans réponse appropriée de la part de la Russie. Des mesures de riposte réfléchies, centrées avant tout sur les intérêts de notre pays et de nos citoyens, continueront à être prises face à de telles actions. Revenons à la France. Il convient de souligner que les tentatives de dialoguer avec la Russie dans le langage de la pression, des ultimatums, des menaces, du chantage ou même de l'insulte, à laquelle ils finiront bien par recourir, sont voués à l'échec. Je ne parle même pas de l'égalité, car ils ne respectent plus le droit. Mais ce genre de méthode est tout simplement sans avenir. Il ferait bien de réfléchir aux conséquences de leur manipulation du droit international et de la confiance que notre pays leur avait accordée lorsqu'ils ont passé 7 ans à tromper la communauté internationale avec leur discours sur l'application des accords de Minsk. Comme l'a récemment reconnu l'ancien président français François Hollande, alors en fonction. Il n'avait jamais eu l'intention de les mettre en œuvre. Ah ouais. It's a long walk. I'll be back in Poland. It's through my bathroom, huh? Yeah. It's literally. We came through Germany and then we made it to France. La coalition des volontaires et Kiev ont lancé un ultimatum appelant à la cessation complète des hostilités pour le 12 mai. Que peut-on dire de la légitimité de telles déclarations alors que Kiev n'a même pas respecté la trêve du 9 mai ? Aucun ultimatum, même s'il se réfère au droit international, ne trouve de fondement dans ce même droit. Je l'ai déjà dit aujourd'hui, lorsqu'ils ont lancé leurs ultimatums liés à une prétendue trêve, ils n'ont même pas pris en compte que le président de la Fédération de Russie avait déjà décrété une mesure correspondante prévoyant 3 jours de trêve en lien avec l'anniversaire de la victoire. Autrement dit, ils ne tiennent même pas compte de la réalité sur le terrain. Ils sont complètement déconnectés du réel. Tout cela est largement destiné à créer, dans leur propre pays, une certaine atmosphère. C'est presque inconcevable, surtout quand on se souvient que la France faisait partie de la coalition anti-hitlérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est difficile de croire qu'il y a encore peu de temps, du vivant des vétérans français, la France aurait pu envisager de nuire ou de faire quoi que ce soit pour, comme ils le disent, détourner l'attention du 9 mai, ce jour de commémoration attirant l'attention internationale sur l'anniversaire de la victoire en Russie. Et pourtant, c'est désormais devenu leur mission. Ainsi, toutes leurs déclarations, ultimatums, manifestations d'hystérie sont utilisées à dessein. Ne serait-ce que pour détourner l'attention des citoyens de leur propre pays du défilé militaire du 9 mai, pour leur faire croire que la Russie serait prétendument isolée. Cela peut nous sembler absurde, voire choquant, mais pour eux, c'est devenu une pratique ordinaire. Ils sont prêts à voler jusqu'à Lviv, à rassembler des coalitions de volontaires, à inventer des absurdités sans queue ni tête, pour entretenir chez leurs concitoyens l'illusion que leur idéologie des isolements de la Russie n'a pas encore complètement échoué. Pour eux, c'est un échec total, un effondrement, un fiasco absolu. Le fait que la Russie, en dépit de la guerre hybride qui lui est imposée, en dépit de la falsification de l'histoire, du démontage de ses monuments, des menaces envers ses compatriotes à l'étranger et de la guerre commerciale féroce déclenchée par l'Occident continue de se développer, célèbre l'anniversaire de la victoire, accueille des invités étrangers à tous les niveaux et montre sa force, sa puissance et son avenir. Voilà ce qu'ils ne peuvent pas digérer. Cela ruine non seulement toutes les actions qu'ils ont menées jusqu'à présent, mais aussi tous les milliards qu'ils y ont investis aux frais de leurs contribuables. Comment vont-ils leur rendre des comptes? Que vont-ils leur montrer comme résultat? Alors, ils inventent des bulles de savon, se rebaptisent les uns les autres. Ils avaient des fonds européens pour la paix, à partir desquels ils finançaient en réalité l'armement du régime de Kiev, ou encore des plans de victoire. Il y a eu de tout. Et ils continuent, sans cesse, à inventer de nouvelles formules, de nouveaux écrans de fumée, pour empêcher les citoyens de leur pays, qu'ils soient membres de l'Union européenne ou de l'OTAN, de voir la réalité telle qu'elle est. Car si ces citoyens ouvraient vraiment les yeux,
Ils se retourneraient et demanderaient à leurs dirigeants, qu'avez-vous fait pendant toutes ces années? We came through Germany, and then we made it to France. Bedroom and Yeah, we got through the border. Right. Take a photo and after that you will be allowed to have a drink. Yeah. Super. Yeah. Tout le monde va bien. Ok, c'est bon.